Chapitre 10. Cette journée ressembla beaucoup à la précédente. Madame Hurst et mademoiselle Bingley vinrent passer quelques heures le matin au chevet de la malade, dont l'état, bien que lentement, continuait de s'améliorer. Le soir, Elisabeth rejoignit les autres au salon. La table de mouche, cependant, ne fit pas son apparition. Monsieur Darcy écrivait, et mademoiselle Bingley, assise à ses côtés, observait les progrès de sa lettre, tout en réclamant son attention à maintes reprises par des messages qu'elle destinait à sa sœur. Monsieur Hurst et monsieur Bingley jouaient au piquet sous le regard intéressé de madame Hurst. Elisabeth sortit son ouvrage et trouva suffisamment d'amusement dans ce qui se passait entre Darcy et sa compagne. Les compliments sans cesse adressés par la demoiselle sur l'écriture, la régularité des lignes, la longueur de la lettre rencontraient de l'autre côté une parfaite indifférence aux éloges, ce qui donnait un curieux dialogue corroborant en tout point l'opinion qu'elle s'était formée de chacun des deux. Comme mademoiselle Darcy sera charmée de recevoir une telle lettre. Pas de réponse. Vous écrivez remarquablement vite. Vous vous trompez, j'écris assez lentement. Que de fois vous devez avoir l'occasion de prendre la plume au cours d'une année. Sans parler des lettres d'affaires, j'aurais horreur d'avoir à les écrire. Il est heureux dans ce cas qu'elle m'échoie plutôt qu'à vous. S'il vous plaît, dites à votre sœur que je languis de la voir. Je l'ai déjà fait, comme vous m'en avez prié. Je crains que votre plume ne vous convienne pas. Permettez-moi de la tailler pour vous. C'est un travail où j'excelle. Merci, mais je ne laisse ce soin à personne d'autre. Comment vous arrangez-vous pour avoir une écriture aussi régulière? Il ne répondit rien. Dites à votre sœur que je suis charmée d'entendre parler de ses progrès à la harpe, et je vous en prie, faites-lui savoir que je suis absolument en extase devant la belle petite esquisse qu'elle a peinte pour un dessus de table, et que je la trouve infiniment supérieure au dessin de mademoiselle Grantley. Me permettez-vous de remettre vos transports à un prochain courrier? À présent, je manquerai de place pour leur rendre justice. C'est sans importance, je la verrai en janvier. Mais lui écrivez-vous toujours de longues lettres aussi charmantes que celle-ci, monsieur Darcy? Elles sont généralement longues. Quant à savoir si elles sont toujours charmantes, ce n'est pas à moi d'en décider. Pour moi, c'est une chose acquise. Quand on est capable d'écrire avec facilité une longue lettre, on ne peut mal écrire. Cela ne peut servir à complimenter Darcy, Caroline, s'écria son frère, parce que justement il n'écrit pas avec facilité. Il donne trop d'attention à la recherche de mots de 4 syllabes. N'est-ce pas, Darcy? Ma manière d'écrire diffère sensiblement de la tienne. Charles, en matière d'écriture, fait preuve de la pire négligence. Il oublie la moitié des mots et barbouille d'encre le reste. Les idées me viennent tellement vite que je n'ai pas le temps de les exprimer, plaida Bingley, ce qui fait que mes lettres parfois n'ont aucun sens au regard de mes correspondants. Votre humilité, monsieur Bingley, dit Elisabeth, désarme la critique. Rien n'est plus trompeur, fit remarquer Darcy, que les apparences de l'humilité. Il s'agit souvent seulement d'indifférence à l'égard de ce que l'on pourra penser et parfois d'une vantardise cachée. Et quel nom donnes-tu à ce peu de modestie dont je viens de témoigner? C'est de la vantardise cachée, car en réalité tu es fier de tes défauts dans le domaine de l'écriture. Tu considères qu'ils proviennent d'une rapidité dans la conception et d'une désinvolture dans l'exécution que tu juges, sinon estimable, du moins digne d'intérêt. La capacité de faire les choses avec promptitude est toujours très prisée de celui qui la possède, et souvent sans qu'il porte attention aux suites fâcheuses que cela entraîne. Quand tu disais ce matin à madame Bennet que si tu décidais de quitter Netherfield, tu serais parti dans les 5 minutes, tu en faisais une sorte de panégyrique, d'éloge que tu te serais décerné. Et pourtant, qu'y a-t-il de si louable dans une précipitation qui ne peut que laisser en souffrance des affaires qu'il comporte de traiter et ne comporte d'avantage réel ni pour toi ni pour les autres? Ah non, s'exaspéra Bingley, comment peut-on vous rappeler ainsi le soir toutes les sottises qui ont pu vous échapper le matin? Cependant, parole d'honneur, je croyais à la vérité de ce que je disais sur moi, et je n'ai pas cessé d'y croire. Du moins n'ai-je pas voulu me donner le caractère d'un homme qui expédie ses affaires sans raison, afin de me faire valoir aux yeux des dames. Je ne nie pas que tu aies
mais je ne suis nullement convaincue que tu t'éguerpirais avec cette précipitation. Ta conduite dépendrait autant du hasard des circonstances que celle des autres gens que je connais. Et si au moment de monter à cheval, un ami venait te dire « Bingley, tu ferais mieux de ne pas partir avant la semaine prochaine », sans doute suivrais-tu son conseil, sans doute resterais-tu, et s'il insistait, peut-être même un mois entier. Vous avez seulement démontré, intervint Elisabeth, que M. Bingley ne rendait pas justice à ses qualités naturelles. Vous l'avez mis en valeur bien davantage qu'il ne l'a fait. Je vous suis infiniment obligé, dit Bingley, de convertir les propos de mon ami en compliments sur la douceur de mon caractère, mais je crains que vous ne leur donniez un sens que ce monsieur n'entendait nullement leur conférer. Il aurait certainement meilleure opinion de moi si en pareil cas je répondais par une rebuffade et détalais de toute la vitesse de mon cheval. Monsieur Darcy considérait-il l'imprudence de votre attention première comme rachetée par une obstination à vous y tenir? Ma foi, je serais fort en peine de vous expliquer cela, Darcy doit s'en charger lui-même. Tu attends de moi que je justifie des opinions que tu as choisi de me faire endosser, mais auxquelles je n'ai jamais prétendu. Cependant, à supposer que la situation soit telle que tu la représentes, il faut vous souvenir, mademoiselle Bennet, que l'ami qui est supposé désirer son retour chez lui et l'ajournement de son projet ne fait que désirer. Il demande sans avancer une raison valable en faveur du bien fondé de sa sollicitation. Céder volontiers facilement à la persuasion d'un ami ne comporte donc pour vous aucun mérite. Céder à un ami sans être pour autant convaincu qu'il a raison ne fait honneur à l'intelligence ni de l'un ni de l'autre. Vous me semblez, monsieur Darcy, ne rien vouloir rabattre au profit de l'amitié et de l'affection. Quand on aime celui qui vous demande quelque chose, on fait souvent droit de bonne grâce à une requête sans attendre les arguments capables de vous décider. Je ne songe pas plus particulièrement au cas que vous avez évoqué à propos de M. Bingley. Il vaudrait peut-être mieux, pour une circonstance de ce genre, patienter jusqu'à ce qu'elle survienne avant de discuter de la sagesse du comportement de l'intéressé. Mais dans des situations comme il s'en trouve ordinairement entre amis, lorsque l'un des deux se voit sollicité par l'autre de changer une résolution qui n'a pas grande importance, penseriez-vous du mal du premier pour s'être soumis au désir du second, sans avoir attendu de céder à la force d'un raisonnement? Ne serait-il pas préférable, avant de poursuivre ce sujet, de situer avec un peu plus de précision le degré d'importance de la requête, ainsi que l'attachement qui unit les parties en cause? Mais oui, s'écria Bingley, n'épargnons aucun détail, sans oublier la taille et l'embonpoint de chacun. Cela aura plus de poids dans la discussion, mademoiselle Bennet, que vous ne le soupçonnez. Je vous assure que si Darcy n'était pas un si grand et si solide gaillard en comparaison de moi, je ne lui témoignerais pas autant de déférence. Je vous garantis que je ne connais rien de plus imposant que Darcy en certaines occasions et certains lieux, chez lui en particulier, le dimanche soir, quand il n'a rien à faire. Monsieur Darcy sourit, mais Elisabeth crut sentir qu'il était quelque peu piqué, et en conséquence étouffa son envie de rire. Mademoiselle Bingley s'offusqua de l'outrage qu'il avait subi, et se plaignit à son frère qu'il se fût laissé aller à proférer de pareilles sottises. « Je vois où tu veux en venir, Bingley, dit son ami. Tu répugnes aux discussions et désires mettre un terme à celles-ci. Peut-être. Les discussions ressemblent beaucoup trop à des querelles. Si mademoiselle Bennet et toi acceptez de différer la vôtre jusqu'au moment où je serai sortie de cette pièce, je vous en serai très reconnaissant. Ensuite, vous pourrez dire de moi tout ce qui vous plaira. » Ce que vous demandez, assura Elisabeth, n'entraîne de ma part aucun sacrifice, et M. Darcy aurait tout avantage à finir sa lettre. M. Darcy suivit son conseil et termina effectivement sa lettre. Quand ce fut fait, il pria mademoiselle Bingley et Elisabeth de bien vouloir leur donner un peu de musique. Mademoiselle Bingley, avec empressement, se dirigea vers le piano. Puis, après avoir invité courtoisement Elisabeth à s'y asseoir la première, offre que celle-ci déclina tout aussi poliment, et en y mettant plus d'insistance, elle s'y installa. Madame Hurst chanta avec sa sœur, et tandis qu'elle s'était ainsi occupée, Elisabeth, tout en tournant les pages de quelques recueils de musique qui se trouvaient sur l'instrument, ne put s'empêcher de remarquer la fréquence avec laquelle le regard de M. Darcy venait se poser sur elle. Elle avait peine à imaginer comment elle aurait pu susciter l'admiration d'un si grand homme, et pourtant qu'il la regardât parce qu'il avait de l'antipathie pour elle eût été plus étrange encore.
finit par supposer néanmoins que si elle retenait son attention, c'est parce qu'il y avait en elle quelque chose de plus inconvenant et de plus répréhensible, selon sa perception des convenances, que chez toutes les autres personnes présentes. Cette supposition ne l'affligea pas, il n'éveilla pas suffisamment sa sympathie pour qu'elle se souciât de son approbation. Après quelques airs italiens, Mademoiselle Bingley varia les plaisirs en jouant une musique écossaise pleine d'entrain. Peu après, M. Darcy s'approcha d'Elisabeth et lui glissa. « Cela ne vous donne-t-il pas envie, Mademoiselle Bennet, de mettre à profit l'occasion qui s'offre de danser un branle écossais ?» Elle sourit mais ne répondit pas. Il réitéra sa question, quelque peu étonné de son silence. « Je vous ai entendu, dit-elle, mais je n'ai pas pu décider sur le champ de la réponse à vous donner. Je sais que vous attendiez de moi un oui, pour avoir la satisfaction de mépriser mon manque de goût. Mais j'éprouve toujours un malin plaisir à contrecarrer ce genre de projet et à priver les gens du dédain qu'ils ont prémédité. J'ai donc abouti à une solution qui consiste à vous répondre que je n'ai nulle envie de danser le branle, et maintenant, méprisez-moi si vous l'osez. Je n'oserais certes pas. » Elisabeth, qui s'était plutôt attendue à ce qu'il reçût sa réponse comme un affront, fut stupéfaite de sa galanterie. Mais il y avait dans ces réparties un mélange de douceur et d'espièglerie qui faisait qu'il lui était difficile d'offenser qui que ce fût, et Darcy n'avait jamais été ensorcelé par une femme comme il l'était à présent. Il pensa vraiment que, sans l'obscurité de sa parenté, il aurait couru un danger. Mademoiselle Bingley en vit ou en soupçonna suffisamment pour être jalouse, et sans grand souhait de voir rétablie sa chère amie Jane, reçut du secours de son désir de se débarrasser d'Elisabeth. Elle essaya souvent de provoquer Darcy pour l'amener à concevoir du dégoût pour son invité, en parlant de leur possible mariage et en imaginant le bonheur qui découlerait d'une telle alliance. « J'espère, dit-elle, alors qu'ils se promenaient ensemble le lendemain dans la plantation d'arbustes, que vous saurez, par de discrètes allusions, quand l'événement désirable aura eu lieu, faire comprendre à votre belle-mère l'avantage qu'il y aurait à tenir sa langue. Et puis, si la tâche n'est pas trop rude, obtenez des benjamines qu'elle cesse de courir à la poursuite des officiers. Enfin, si je puis me permettre d'aborder un sujet aussi délicat, tentez aussi de brider ce je ne sais quoi qu'on découvre chez votre future épouse et qui frise la vanité et l'impertinence. Avez-vous autre chose à proposer pour mon bonheur domestique? Mais oui, faites placer les portraits de votre oncle et de votre tante Phillips dans la galerie de tableaux de Pemberley. Mettez-les à côté de votre grand-oncle, le juge. Ils appartiennent à la même profession, vous savez. Seules les branches sont différentes. Quant au portrait de votre chère Elisabeth, il ne faut pas essayer de le faire exécuter, car quel peintre pourrait rendre justice à de si beaux yeux? Il ne serait pas facile en effet de saisir leur expression, mais la couleur et la forme, de même que les cils, qui sont si remarquables, pourraient être reproduits. À cet instant, ils furent rejoints, venant d'une autre allée, par Madame Hurst et Elisabeth elle-même. « J'ignorais que vous aviez l'intention de vous promener, » dit Mademoiselle Bingley quelque peu confuse, car elle craignait qu'ils n'eussent été entendus. « C'était bien mal vous conduire envers nous, » répliqua Madame Hurst, « que de vous enfuir comme vous l'avez fait, sans prévenir que vous sortiez. » Elle prit le bras encore libre de M. Darcy, et laissa Elisabeth continuer seule. La largeur du sentier ne permettait qu'à 3 personnes de marcher de front. M. Darcy fut sensible à leur grossièreté et dit aussitôt: « Ce sentier n'est pas assez large pour nous tous, mieux faudrait prendre l'avenue. » Elisabeth, toutefois, qui n'avait pas la moindre envie de demeurer en leur compagnie, répondit en riant: « Non, non, restez comme vous êtes, vous formez un groupe très charmant qui vous fait paraître tout à votre avantage. Le pittoresque serait gâché par l'addition d'un 4e. Au revoir. » Elle s'enfuit en courant gaiement, se réjouissant dans ses vagabondages à la pensée de pouvoir dans quelques jours rentrer à la maison. Jane était déjà suffisamment rétablie pour songer à quitter sa chambre 1 heure ou 2 ce soir-là. Fin du chapitre 10.